On devrait toujours sauver quelque chose, si on le peut. Que restera-t-il de notre passage sur Terre ? L'histoire, à plusieurs reprises, nous a montré qu'il était important de laisser une trace de nous, comme témoins de notre époque. Afin que l'on se souvienne, que l'on ne reproduise pas les mêmes erreurs. Nous sommes tous voués à disparaître physiquement. Seules les histoires perpétuent la mémoire de ceux qui sont partis. Vous êtes bien dans 12 FPS et aujourd'hui, on va parler de Another Day of Life. Hé, rapido! Ouais, Erasmo! T'entends ce rythme endiablé? Ça fait danser les races. Madame Lopri, je suis content. Détendre. Efficace la potion. Ils mettent quoi dedans? La bière quoi? Vous connaissez bien, hein, on y va tous les étés. Je voudrais que j'arrête de voler pour faire du lard. Bonjour et bienvenue dans 12 FPS, le podcast qui parle d'animation animée par des animateurs. Aujourd'hui, on vous parle de Another Day of Life, film d'animation en images de synthèse et prise de vue réelle, sorti en 2017, réalisé par Raúl de la Fuente et Damian Nenov. Le film est une adaptation du livre éponyme de Richard Kapuscinski, paru en 1976. Pour les doublages, en version anglaise, on retrouve Kerry Shale, Youssef Kerkour, Lily Flynn, entre autres. Pour les doublages en version française, il n'y a pas d'informations sur les internets. Si vous avez l'information, merci de nous les laisser en commentaire, on a galéré. Le film est une coproduction hispano-polonaise, produit par Platige Film pour la Pologne et par Kanaki Film pour l'Espagne, mais également coproduit, entre autres, par Puppetworks en Hongrie. Et c'est ce qui va nous intéresser car aujourd'hui, exceptionnellement, j'ai l'honneur d'être accompagné de 3 animateurs qui ont leur nom au générique de ce film. Il s'agit de Robin. Bonjour Robin. Bonjour! Sacha. Bonjour Sacha. Bonjour. Et c'est la première fois que vous l'entendez dans ce podcast. Olivier. Bonjour Olivier. Salut. Comment ça va tout le monde ? Ça va bien. C'est Ça va chaud. super bien. Ah bon, moi je suis ravi de vous recevoir tous. Vous êtes des invités exceptionnels. Voilà. Vous vous doutez bien qu'on a pris ce qu'on avait sous la main. Attends, Ça fait plaisir. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Est-ce qu'on peut revenir sur ce que tu dis ? Non, pas du tout, on va C'est ce passer que à la tu viens de suite. dire. Avant qu'on parle du film, petit erratum de notre part. Attends, il faut pas que je m'écoute? Je suis bourré. Dans le podcast sur Le Petit Prince, l'épisode précédent, on vous avait dit, j'avais dit, que la production du Petit Prince avait probablement commencé 10 ans avant sa sortie, ce qui n'est pas une info qu'on a pu vérifier, mais on a pu vérifier que la pré-production a été commencée par Mark Osborne en 2010, donc 5 ans avant la sortie. Anthony Scott, on n'a pas su vous trouver son CV pendant le podcast, eh bien on sait qu'il a travaillé sur Paranorman, Coraline et Les Noces Funèbres en tant que superviseur et également sur L'étrange Noël de Monsieur Jack en tant qu'animateur. Donc Ouais, quand même. sacré CV. Ah, dur à rater quand même. Ouais. Je connais aucun de ces films. Ouais, en fait, on n'a surtout pas fait beaucoup de recherches, c'est ça qu'il faut se dire. Et enfin, on vous avez dit que le jeu Machinarium était en stop motion. Sacha, vous avez dit ça ? Oui, mais en fait, non. Et en fait, il est pas en stop motion. Donc, c'est pas bien grave. Moi, j'avais dit oui en plus. Oui, c'est vrai, c'est de la stop Oui, motion. c'est vrai. Bah, du coup, vous étiez 2 contre 1. Moi, j'ai dit, bon, bah, ok, c'est pas en stop mo, mais bizarre, je l'ai fait ce jeu. Mais soit, on va résumer le film. Olivier, Damn. Olivier, peux-tu nous résumer Another Day of Life, s'il Ouais, te plaît ? On va rapidement. essayer. Donc on suit Richard Kapuscinski, un reporter polonais qui couvre la guerre en Angola en 75, la guerre civile. Et on va voir ses déboires pour arriver à la ligne de front. Il va essayer de rencontrer un général pour l'interviewer. Et voilà, à peu près. C'est un bon résumé. Ça Oui, n'en dit pas c'est- trop. Ça n'en dit C'est pas ça, trop, on je va vais pouvoir pas trop parler. De dire, toute façon, on va spoiler de manière. oui, En oui, fait, on spoil, Vous donc on savez pourrait que dans ce spoiler dans les podcast, résumés. Hein. On spoil. Mais c'est pour les gens À la qui fin, se disent il meurt. le résumé m'intéresse, je vais aller regarder le film, mettre le podcast en pause, revenir bien sûr plus tard pour finir le podcast. Oui, tout le monde fait ça, voyons. Exactement. Ah oui, bien sûr. Tout de suite, votre avis sur le film. Bonjour tout le monde, vous avez aimé le spectacle? Je vais demander à Robin de nous donner son avis sur le film en premier. Ben bon, c'est biaisé, hein, parce qu'on a travaillé dessus. C'est un super film, faut y aller, absolument. Courez. Alors, est-ce que vous êtes biaisé parce que vous avez travaillé dessus ? Non, mais je vais être honnête, c'est que c'est un bon film. Maintenant, il y a des trucs qui sont pas exceptionnels au niveau de l'animation, notamment. Maintenant, au niveau de l'information et au niveau du sujet abordé, qui est quand même un sujet assez rare finalement, la prise dans l'indépendance de l'Angola et tout ça, bah moi j'ai appris plein de trucs avec ce documentaire fiction d'animation et le format était aussi super innovant. Donc
pour ça, j'ai trouvé que c'était super intéressant comme C'est film. vrai que j'ai oublié de préciser dans le résumé que c'est à moitié documentaire, où on a des interviews des gens qui ont survécu. Donc c'est assez Oui, oui. histoire. Alors, je crois que la production, c'est dans le dossier de presse, ils disent que c'est vraiment... Enfin, ils le considèrent comme une œuvre de fiction. Parce que Oui. il faut Ouais, ils intervenir des assument, gens, la mais ils fiction, assument ouais. vraiment la fiction à fond. Ouais. Olivier, qu'est-ce que tu as pensé du film? C'est la première fois que je l'ai voyé pour le podcast au final. Et je l'ai trouvé bien. Très bien. Le rendu de l'anime est vraiment sympa. Bon, l'anime, en effet, ça pêche par-ci par-là, mais c'est très intéressant, c'est beau, et on apprend en effet beaucoup de choses. Je suis assez d'accord avec toi, c'est très beau. Sacha? Je vais me répéter, je vais répéter ce qu'ils ont dit, puis toi tu vas encore répéter ce que nous on aura dit, mais Ouais, je pense qu'on est tous assez d'accord. ouais, il est extrêmement bien. Quand tu sais où regarder pour voir les problèmes techniques, il y en a, mais sinon il fait très bien le Oui, taf. c'est ça. Il y a des très bonnes idées graphiques et ouais, on apprend effectivement énormément de choses sur ce fait de l'histoire peu connue. Ouais, je suis d'accord. Pardon. Je vais répéter, je vais juste dire que moi j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu trop de musique par moment. Trop de musique? Mais tu sais, c'était un peu non-stop. Ah ok. J'ai eu peur que comme c'est soit un peu comme tu as dit Olivier, à moitié documentaire, ce soit très verbeux et beaucoup de paroles tout le temps, mais ça m'a pas gêné. Par contre, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup tout le temps. La musique est un peu omniprésente, mais c'est le seul aspect qui vraiment m'a un peu gêné, quoi. Quelque chose qui m'a surpris, c'est tous ces éléments un peu psychédéliques où il part en rêve. Toutes Je les séquences savais qu'il y en sont avait, magnifiques. comme on a travaillé dessus, je savais qu'il y en avait, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant en fait. Ah oui, d'accord. Du coup, ça me permet d'embrayer sur une question que je voulais vous poser, puisque je vais jouer le rôle d'intervieweur aujourd'hui. Comme vous avez travaillé déjà, sur quel aspect du film vous avez travaillé? Est-ce que vous pouvez expliquer ça à nos auditeurs? Les photocopies et la machine à café. Parce qu'on était stagiaires. On était stagiaires à Puppet Work, c'était ça. Voilà. Alors, en sortant d'école, engagé à Puppet Works. Mais bel accomplissement d'ailleurs. Bravo. Merci. Félicitations. Merci, Ouais, écoutez, engagé à comme force tu de vas, travail, ça ça complique, finit hein. forcément par pécher. Hein. Oui, donc vous avez bossé sur quel aspect du film, à part la photocopie? Comme on est animateur, je dirais l'animation. Je pense pas trop me courir en disant ça. Oui. En Tout à fait, fait. on récupérait la motion capture qui avait été tournée Dans bien des avant. volumes, je sais pas trop, en Pologne. Ouais, Ouais. je crois que c'était Platiche qui avait fait le Sachant tournage. qu'elle était déjà plus ou moins retargetée, donc Explique-nous ça, parce qu'en plus, qu'on a un Alors- expert pour la motion capture ici. expert. Tu travailles avec de la motion t'es capture plus tous les expert jours, t'es que plus nous, expert que C'est nous. pas hein. Donc en soi, quand on tourne la mocap, elle va d'abord devoir être retargetée, comme on dit. J'ai plus exactement Transférée. les mots. Transférée, voilà, sur les rigs qu'on utilise pour l'animation ensuite. Ouais. Donc sachant qu'elle est déjà cleanée un peu, c'est-à-dire que tous les petits défauts qu'il y a dans l'anime de la mocap vont essayer d'être arrangés un peu, mais c'est très léger. C'est quand même à nous, les animateurs, de faire le plus gros travail après. Bien sûr. Et pour le coup, là, c'est vrai que la mocap qu'on avait eue à Puppet Works, c'était compliqué par moment. Nous, donc, on avait l'animation, donc on avait tout le corps qui était fait. Le corps, l'animation de l'acteur, il était fait. Et on n'avait pas les visages, on n'avait pas les doigts. Donc on devait faire tout ce qui était les mains et tout ce qui était les visages. On avait les visages. On était censé avoir les visages. Ah oui, non, Oui, mais on alors, était est-ce qu'on censé les va avoir, parler mais de bon. ça? Alors, il y avait de la performance capture. Oui, c'est ça voilà, dont il y on avait parle une performance capture, donc il y en avait forcément donc les datas qui étaient enregistrées sur le visage. On avait les et caméras aussi Oui. des acteurs, de leur Voilà. face. Et on avait un truc qui Sur le s'appelait tournage. le logiciel, le plugin Maya s'appelait Faceware. Et en fait, on devait envoyer la vidéo dans ce logiciel qui devait nous projeter l'animation sur le visage 3D. Puis on a vite Ça arrêté. devait- hein. On a Bien- vite bien arrêté marché, parce ça. que ça On l'a marchait vite pas fait du à tout. la main directement. Et Mhm. je pense que c'est ce qu'ils utilisent maintenant dans les jeux vidéo, tellement ils n'ont pas le temps et qu'il y a tellement de lignes de dialogue que ils font ça automatiquement. Là, nous, on avait plus le temps quand même de refaire les lip sync et tout ça parce que c'était un film, donc il y avait moins de séquences, il y avait moins de dialogue et tout ça. Mais on a très vite arrêté. Maintenant, moi, je me souviens que même quand on devait faire ça à la main, tous les contrôleurs, ils avaient des noms qui voulaient rien dire. Tu te souviens? Vous vous souvenez, La c'était channel box était là, bourrée c'était de channel. CTR VN left, CTR VN right, et tu vois, il t'en avait une liste, une chier de listes, et au bout d'un moment, au bout de 3 mois, tu savais lequel bouger par cœur. Mais quand t'arrives début, tu les bougeais un par un, tu fais alors lui il fait ça, non, lui il fait ça, non, lui il fait ça, non, et c'était très très long quoi. Et tu pouvais même pas vraiment faire des sets de sélection ou ce genre de trucs, et puis c'était très bloqué aussi. S'il y avait des limitations physiques, Mhm. c'est comme une commissure de bouche, elle peut pas monter très Tu haut. veux dire comme dans le FX? Comme dans le VFX, ouais. Donc, tu sais, une commissure de bouche, elle ne veut pas monter très haut, donc on était limité avec ça. Et puis, on devait. Donc, c'est pour ça que les faciaux dans ce film, ils sont extrêmement rigides et qu'il y a des fois, ils sont c'est pas du tout connectés ensemble. Il y a des blinks, enfin, des clignements d'œil qui sont
tout seul ou quand il parle, les joues sont pas impactées ou ce genre de trucs. Parce que c'était en Tu fait veux dire les que rigs tu as mal fait ton travail? Oui, c'est ça. C'était très limité. Et donc, on avait ça, on avait les mains à réanimer, donc tout ce qui était les doigts, les contacts et tout ça. Moi, typiquement, j'avais des plans où je me souviens, il devait mettre sa main. Bah, c'était justement l'entretien avec Farusco. Il arrive, il marche, et il devait mettre sa main sur le siège. Mais la mocap qu'ils avaient enregistrée, le fauteuil, je sais pas, le dossier devait être beaucoup plus haut. Ce qui fait que moi, ce que je récupère, c'est que la main, elle flotte 10 cm au-dessus du siège. Donc bah là, tu fais un layer et tu réadaptes les positions des différentes mains et tout ça. Et puis des fois, on avait juste des notes d'intention des réals, genre en fait là, je voudrais qu'il fasse un pas plus grand ou un pas plus court. Donc on adaptait l'espace, on faisait en sorte que les pieds glissent pas aussi quand tu Sachant marches qu'il au sol. glissait quand même beaucoup. Oui, ça glissait énormément. Ouais. Et voilà, c'était ça un peu notre taf sur le projet. Mais on n'avait pas tant de marge que ça parce que de souvenirs, ce qu'on récupérait de la motion capture, en plus ils avaient tourné, donc ils avaient enregistré le visage et toute la scène d'enregistrement de la mocap. Donc on avait des shootings comme sur quasiment un vrai long métrage et il fallait juste qu'on suive ça en fait le plus possible. Donc on n'avait pas énormément de liberté à part les ajustements par rapport au décor, aux objets. Là, en Tout général, était ouais, ils vraiment, avaient déjà choisi les takes qui les intéressaient et puis c'est ça qu'ils voulaient. Ils voulaient juste qu'on le lave, quoi. Donc C'est il vrai n'y a que pas eu de gros changements de séquence, genre Non, ça, non. on va tout refaire en ADM. Même pas de vraiment, changement d'intention, rien. De du ce tout. que j'en ai retiré, c'est qu'on a surtout. Enfin, personnellement, moi j'ai plus travaillé donc tout ce qui est contact en effet et lip sync, même si c'était raccordé aux vidéos des acteurs qu'on avait. Mais c'est vraiment le principal qu'on a fait. Oui, c'est ça. Hein. Est-ce qu'on a déjà expliqué dans ce podcast ce qu'est le lip sync? Je crois pas. Oh, vraiment? Bon, bah, c'est la synchronisation labiale. Quand un personnage parle, les acteurs ils enregistrent avant. Nous, on apporte l'audio dans un logiciel d'animation et on fait en sorte que la bouche, elle bouge de manière cohérente par rapport à ce qu'ils disent. Et Bravo. paf, voilà, c'est réglé. Merci, Ouais, bonsoir. Mais on l'a peut-être parlé dans un hors-série, Bah, on mais avait pas dans les dû en épisodes. parler. Mais oui, c'est ça. réguliers. C'est clair que si vous dites ouais, les lip sync qui paraissent off quand vous regardez un film en doublé, moi, c'est clair qu'ils vont être off. Oui. Regardez-le en anglais et ça sera pas off. Oui, dans la version originale en général, c'est pas off. Effectivement, eh ben, on va pouvoir passer au coup de génie. C'est brillant, brillant, brillant. Des génies à l'état pur. Sacha, quelle est la séquence qui t'a marqué? Ah oui, c'est moi. Ah oui, alors, c'est moi, Sacha. À la fin, à la toute fin, un peu moins la toute fin que toi, Jean, quand du coup Kapuscinski revient du front du sud et qu'il retrouve son ami Arthur Queiroz, désolé pour la prononciation, et qu'il est obligé de dévoiler ce qu'il a appris aux Cubains et que ensuite il veut faire un message à son agence de presse. Et que Queiroz lui dit que c'est pas juste un scoop que tu vas révéler, c'est aussi potentiellement une information que tu vas donner à leur ennemi, puisque la CIA et les Américains pourraient intercepter Stelex. Et c'est pas en soi, c'est pas la réalisation qui m'a vraiment marqué, c'est tout le propos de cette petite scène. Je me souviens que la première fois que je l'avais vu, j'avais pas compris l'impact. J'étais en mode, je comprends que la mise en scène essaie de me faire comprendre qu'il se passe un truc très compliqué, mais j'ai juste pas compris. Et là, en le revoyant la deuxième fois. C'est la déontologie du métier du Voilà. journaliste, quoi. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'après, en me renseignant sur Kapuscinski, ça colle parfaitement à toute cette séquence colle parfaitement à la personne qu'il était, parce que il était persuadé qu'il n'y avait pas d'objectivité en journalisme et que du coup, rien que d'être un journaliste sur le terrain, bah, nécessairement t'impactait les événements, donc tu pouvais pas être objectif. Et que ce choix qu'il fait à ce moment-là de protéger du coup le MPLA en divulguant pas l'information et donc de protéger le peuple, puisque c'est le parti qui est le plus affilié au peuple, c'est plutôt dans sa ligne de pensée, puisqu'il était plus intéressé par le point de vue des populations et des pauvres dans les conflits que les puissants. Et aussi, ce qui est très intéressant, c'est que perso, j'ai pas trouvé d'informations pour savoir si ça s'est vraiment passé ou pas. Est-ce que Kapuscinski a eu ce dilemme moral de divulguer ce scoop ou pas? Bah, on avait déjà abordé ce sujet quand on était justement en Hongrie et qu'on parlait du film. Je me souviens qu'il y avait eu une discussion sur le fait que ce que Kapuscinski a écrit dans son livre, il n'y avait pas tout qui était vrai, il y a des trucs qu'il avait piqué à deux devant, il y avait un peu toutes ces histoires-là qui traînaient. Donc maintenant, après, c'est aussi une adaptation filmique. Donc tu vas rajouter un petit peu de dramaturgie, sinon c'est pas très intéressant. Des fois, les faits de la vraie vie sont juste pas intéressants tels qu'ils sont. C'est son quoi. premier livre qui est pas vraiment une suite de reportages en fait, mais qui est vraiment une œuvre à part entière et qui est un peu plus romancé parce qu'il a vécu cette guerre donc de façon très personnelle en fait. Il a perdu des amis dedans, il a rencontré beaucoup de gens et il est resté assez longtemps, je crois.
Et, Oh oui. donc, ouais, ça m'étonnerait pas qu'il ait eu ce choix, que s'il ait eu ce choix à faire, en tout cas, il l'ait fait comme ça. Vraiment. Bah, et ce que je trouve cool, du coup, c'est que c'est un moment fictif. Tu sais pas si c'est vrai ou pas, à quel point ils ont augmenté les faits ou diminué les faits pour que ça rentre dans la fiction. Et ça colle parfaitement avec sa manière d'écrire, dont je vais parler un peu plus tard après, sur le fait qu'il est un peu polémique parce que c'est pas, il y a plein de ses écrits qui flirtent entre le journalisme et la fiction et on sait pas exactement ce qui relève de faits précis. Voilà, juste pour la petite mise en abîme de cette petite scène. Ah ouais, j'allais rebondir parce que tu as dit tout à l'heure MPLA. En fait, ce qu'on n'a pas dit même dans le résumé, c'est qu'en fait, ça se passe pendant la guerre froide et l'Angola est divisé en deux entre les Russes et les Américains qui se battent pour les richesses du pays, donc les diamants et tous les minerais rares. Et du coup, il y a le MPLA et la FNLA qui s'affrontent, et donc un côté les Américains, un côté les Russes, et ils s'affrontent sur ce territoire-là qui est l'Angola. Et c'est vraiment, ça raconte l'histoire de la prise de l'indépendance de l'Angola, que c'est vraiment juste quand les Portugais partent du pays et voilà. Après c'est la guerre froide qui s'installe. Préciser que pour une fois c'est un film aussi où on a le point de vue du côté communiste. Oui, c'est ça aussi. Des gens plus pro-socialistes et communistes que pro-américains. Parce que le journaliste il est socialiste justement. Oui, puis il vient de Pologne. La Pologne oui, voilà. Oui, puis le réalisateur aussi est quand même très influencé par Kapuscinski, pardon. Et il disait qu'il a voyagé beaucoup en Angola. Il a un peu suivi les traces de ce qu'il avait fait. Il a rencontré les gens. C'est comme ça qu'il a pu les interviewer. Le réalisateur, qui est Raoul de la Fuente, Damien Deneuve, lui, s'est occupé de la partie animation. Donc c'était votre réel, en fait. Oui. Ouais, mais vous avez des souvenirs de délices, vous ? Non, rien du tout. Oui, je me souviens juste qu'on devait rendre des trucs, on les envoyait et puis ça nous revenait le lendemain. Ça. Avec on a eu notes. des délices, mais c'était dans l'équipe. Ouais, c'était des internals délices avec les sup et tout ça, mais c'était pas avec le réel. Ouais. Et qu'est-ce que sont les délices pour les gens qui ne savent pas ce que c'est ? Ah bah c'est les petites réunions journalières où on présente ce qu'on a fait à soit au réalisateur, au sub d'animation pour qu'on ait des retours et améliorer notre plan. Plus ou moins journalière. Une daily, c'est daily. C'est censé être tous les jours. Ouais. Ça dépend des studios. Toi, tu passes peut-être pas tous les jours, mais. Oui, elles sont organisées tous les jours, mais après, toi, tu passes pas nécessairement tous les jours si t'as pas le temps d'avancer. Ça dépend du studio aussi. Et ça doit dépendre du studio aussi. Probablement. Parce qu'il y a aussi des dailies, genre dans des studios, il y en a 2 fois par jour des dailies. Oui. Quand c'est pas plus. Et c'est bien la perte de temps. Ouais. Waouh. Ouais, voilà. Et des fois, il y en a même pas une tous les jours. Non. On va pas parler de ça pendant 10 minutes. On va plutôt écouter un extrait de la séquence dont nous a parlé Sacha. C'est la guerre froide, Arthur. Tu peux oublier la décolonisation et l'indépendance. Parce que ça, c'est la guerre froide. Et la guerre froide ne finit jamais. Moi, j'aurais fait mon boulot. Non, Ricardo. Attends, tu n'as fait que dire aux Cubains ce que tu as vu. C'est ça, ton boulot ? Qu'est-ce que tu vas dire ? Arthur, nous sommes les 2 seuls journalistes au monde à détenir un tel scoop. L'intervention de Cuba dans cette guerre. Je dois dire quelque chose. Ricardo, si tu dévoiles l'aide de Cuba... Oui, je sais. Ça changera le cours des événements. Ça changera. La CIA va intercepter ton Telex. Et là, les Américains ne voudront plus seulement se contenter de soutenir l'Afrique du Sud. Tu peux être sûr qu'ils rayeront l'Angola du reste du monde. C'est pas une question de guerre froide, Ricardo. C'est la vie d'un pays qui est en jeu. La mobilisation de Cuba contre l'Afrique du Sud, c'est énorme. Je suis journaliste et je tiens un scoop. On passe notre vie à espérer une occasion pareille. On se faisait la réflexion pendant cet extrait que le doublage français est extrêmement bon. Donc encore une fois, nous on n'a pas pu trouver les infos, mais si vous les avez, donnez-le nous parce que c'est assez rageant aussi parce que on reconnaît quand même les voix. Oui, et c'est pour ça, mais j'ai pas réussi à retrouver les noms parce que je suis pas assez bon à reconnaître les acteurs de doublage. Mais même les voix, il y a une voix qu'on a reconnue. Qui était le doubleur de Frozen dans. Ouais, je crois, je suis vraiment pas sûr. Non, c'est lui. C'est lui, ouais. Et quand tu vas voir son wiki, il est pas crédité, même pas pour référencé le film, ou quoi. Je pense que le mec, ils ont même pas pris le temps pour ça. C'était peut-être un doublage fait sur le pouce. C'est dommage, ouais. Mais du coup, j'aime bien ça parce que ces voix-là, elles transitionnent vraiment bien entre les parties animées et les parties prises de vue réelles où ils interviewent les gens. Parce que comme c'est les mêmes doublages, en fait, en français, ils ont doublé les personnes. Ouais. Avec les mêmes voix que les doublages de leurs personnages. Ils ont pas doublé, ils ont fait les doublages un peu au rabais là où tu laisses la version originale. C'est le doublage de documentaire. Ouais, doublage de documentaire. C'est vraiment pas mal. Robin, de quoi tu voulais nous parler comme séquence ?
Moi, la séquence qui m'a marqué, c'est la séquence d'ouverture, en fait, vraiment, quand ils expliquent, en fait, exactement que l'Angola est divisé en deux, entre les Russes et les Américains. Et en fait, il y a tout un plan séquence qui part du ciel et qui arrive dans la ville où tu vois que c'est un bordel innommable. Et que c'est là qu'on te présente un peu pour la première fois Ricardo Kapuscinski. Et tout le monde est en panique, tout le monde veut se barrer de l'Angola parce qu'ils savent que ça va arriver, ils savent qu'il va y avoir une guerre. Et Richard, il leur dit non, vous inquiétez pas, je le sais de source sûre, ça va pas se passer, quoi. Et c'est là qu'on apprend aussi et qu'on découvre pour la toute première fois dans le film le terme de Confusao, dont on reparlera plus tard, qui est un mot qu'on n'a pas dans notre langue. Enfin, si, ce serait le chaos, mais c'est vraiment la manière. C'est bizarre, c'est plus un concept que ouais, le c'est chaos plus encore. un concept qui englobe tellement de choses ensemble. Et c'est vraiment ça, en fait, la guerre. C'est juste le Confusao. Et du coup, moi, c'est cette séquence que j'ai beaucoup adorée de par la manière dont ça a été réalisé. Où c'est vraiment vivant, la caméra elle descend, il y a tous les flyers qui sont jetés des avions qui tombent comme de la pluie du FNLA ou du MPLA, et donc chacun prend les flyers, les lit, c'est le bordel, il y a ça bouchonne dans la rue, tout le monde essaie de se barrer des hôtels, il n'y a plus d'eau dans les hôtels, il n'y a plus rien, et puis donc voilà, ça nous présente juste Richard qui arrive dans ce bordel innommable qu'est l'Angola à ce moment-là. Et lui, il est juste OK avec ça, quoi. C'est ça qu'il voulait. Tout le monde essaie de se barrer. Et lui, il dit, moi, je voulais absolument venir là pour rapporter tout ce qui est en train de se passer parce que c'est important d'être là. Et moi, là, c'est vraiment la réalisation, là, vraiment l'introduction, ça te plonge dans le film. En plus, c'est un mélange de 2D où la carte, elle est en 2D d'abord, puis ça se déplie, puis on passe en 3D. Et il y a beaucoup de transitions comme ça. Ça va être le point que j'aborderai plus tard où justement, ces transitions-là, je trouve, sont extrêmement bien gérées. Et le fait d'avoir utilisé l'animation pour mettre en abîme ces moments-là, ces reconstitutions-là, c'est tellement intelligent et tellement mieux fait que de l'avoir refait simplement avec des acteurs. Tu peux t'absoudre de toutes les limites physiques et faire ce que tu veux et raconter ce que tu veux via les couleurs et tout ça. Donc moi, c'était vraiment la séquence qui m'a marqué, j'ai trouvé ça trop bien pour rentrer dans le film, c'est super. Ouais, puis ça présente bien le personnage qui vit au final pour son métier de journaliste. Il le dit à un moment, je crois qu'il parle avec le personnage de Carlotta, et qui lui demande est-ce que ton pays te manque, et il lui fait oui, mais quand je suis en Pologne, l'Afrique me manque encore plus. Oui, et puis à la fin, quand il en parle avec son pote, il dit en fait voilà, nous on dédie notre vie à notre métier. C'est ça en fait. Nous on sait qu'on fait juste ça. Tant pis, pas de femme, pas d'enfant, mais c'est ça qu'on doit faire en fait. C'est ça le but de ma vie, quoi. Ouais, rapporter les faits. Et puis si personne n'a rien à ajouter là-dessus, on va pouvoir écouter un extrait de ces séquences. L'Union soviétique soutient le MPLA, tandis que le FNLA et l'UNITA, d'influence capitaliste, sont soutenus par les États-Unis d'Amérique. Lourdement armés, ils sont prêts à tout pour obtenir le pouvoir. Le plus souvent, au prix du sang de leurs frères. Beaucoup sont convaincus que le pays va s'embraser. Tous ceux qui le peuvent fuient l'Angola. Moi, je voulais y aller. Allons, calme-toi, mon ami. Personne ne va venir, personne ne va nous attaquer. Je le sais de source sûre, ok? C'est le bordel le plus total. Et ici, ils ont un mot pour dire ça. C'est un mot parfait, synthétique, et qui veut tout dire. Excusez-moi, il n'y a pas d'eau dans ma chambre. J'ai pas d'eau, ça marche pas. De l'eau, je peux rien faire. Confusao. Oui. Si les Américains soutiennent le FLNA et l'UNITA, ça permettra peut-être d'arrêter la guerre. J'en sais rien. Confusao. Et oui, Confusao. Et j'aime beaucoup la musique dans cette séquence. C'est du jazz et tout, c'est super cool. Alors que c'est le chaos complet partout, les gens sont en panique. Et lui, il est là, ouh, pas de souci, je marche dans la ville, il y a du jazz, je suis à ma place, aucun problème. Tranquille, j'ai vu pire. C'est ça. Mais voilà, vraiment la réalisation, je trouve, elle est vraiment super bien. C'est un plan séquence en plus, donc en 3D, tout en 3D. Donc ouais, c'est ça. Ça doit être sympa à filmer en mocap, ça. Ouais. Olivier, de quelle séquence tu voulais nous parler ?
Alors moi, ce serait la séquence un peu après la première rencontre avec Farruko, où après avoir eu une première interview un peu rough, on va dire, avec Farruko est très énervé de voir qu'un reporter est venu sur la ligne de front plutôt que des munitions. Il va s'ouvrir un peu à Kapuscinski en lui racontant pourquoi il a décidé de trahir en fait le Portugal et le camp des Américains pour aller du côté du MPLA. Ah oui, un peu de contexte c'est qui ça. est Farruko en fait. Oui, ça, alors c'est un général donc qui est du côté du MPLA et qui venait des parachutistes portugais pour aider les Américains et le FNLA et qui a décidé donc de changer de camp pour des raisons morales. Bah, il l'explique, de toute façon, quand il arrive, en fait, il devait se battre contre des enfants d'une dizaine d'années. C'est exactement cette séquence-là. Et lui, il a dit, bah, moi, je fais pas ça. Et moralement, bien sûr. Ouais. Et il est. Au final, il se dit, je me retrouve avec des gamins dans mon camp, quoi. C'est ça. Oui. Ce qui est cool, c'est la manière dont le personnage change radicalement de l'interview d'avant, qui est, il est super froid, et il l'envoie chier. En mode, direct, tu comprends pas où t'es, tu comprends pas ce qui se passe. Et, ça. Et là, c'est un peu plus au calme. À côté du feu de camp, ce que je voulais dire, c'est sa réalisation aussi de comment il est arrivé là au final, ce qui considère va être sa tombe. Oui, c'est vrai qu'il l'explique aussi. Ouais. On a des extraits d'interviews du général Farruko, justement. Qui a survécu. Qui a survécu. Alors qu'il s'est fait shooter par un hélicoptère. Il s'est fait shooter direct, Et c'est là aussi où c'est intéressant de voir à quel point c'est de la fiction ou pas, parce qu'il est, pendant tout le long du film, il est décrit comme un héros qui peut tout faire, qui va gagner la guerre pour eux. Et c'est à se demander où est la fiction et où est la réalité dans tout ça. Oui, c'est vrai, parce qu'au final, ils perdent cette ligne de front assez rapidement, en fait. Enfin, ils la tiennent pendant longtemps, mais dès que l'armée de l'Afrique du Sud passe la frontière, ils sont tellement nombreux. Ils sont beaucoup plus nombreux, ils ont beaucoup plus de moyens. Eux, ils sont 50, ils ont plus de munitions, ils ont plus rien. C'est compliqué, quoi. C'est ce qu'il explique, en fait, la ligne de front, elle est tenue par une ligne qui est... Et ils sont une cinquantaine. Ouais, c'est ça, mais c'est une ligne qui est dessinée au sol à la craie. Et n'importe qui l'a franchi, le sniper, il le loupera pas, quoi. Ouais. Et quand il en parle, au loin dans l'image, tu vois un reflet de lunettes du sniper. Waouh. Et à ce moment-là, il est très fort. Alors, d'ailleurs, le lendemain matin, quand ils sont à côté, ils sont sur la table à côté de la voiture qui est en train de réparer et qui dit à Kapuscinski qu'il faut se barrer. Il y a un plan où de loin, tu vois le clocher avec le reflet du sniper, mais là ils sont au milieu de la cour et le mec rien à foutre. Oui, mais il y a des murs. Tout va bien. Là, il y a des murs. Je crois que c'est quand ils sont de l'autre côté du bâtiment. Non, c'est quand ils sont au premier étage. Il y a un trou. Ouais. C'est ça. Mais après, dans la cour, tu vois très bien le clocher, il se passe tranquille. Mais souvent, dans la cour, on a des vues aériennes, en fait. Donc, on voit pas trop où... Si le clocher, il y a la première fois qu'il y aurait des problèmes de raccord. On a dit que c'était de la fiction. C'est juste rigolo. Movie magic. C'est trop ça. Mais ouais, il y a ça. Mais après, elle est aussi très belle visuellement. C'est tout éclairé au feu de camp. Et donc, c'est un bel éclairage orange du feu qui scintille sur eux. Passage très calme aussi comparé à tout ce qui se passe avant et juste après. Et ils en reviennent à la même conclusion qui est le Kung Fu Sao encore. Et la mise en scène de ce truc-là est vraiment très belle aussi. Mais les couleurs dans ce film, elles sont vraiment très très jolies, quoi. La représentation de l'Afrique, elle est vraiment très jolie aussi tout au long du film. C'est très très beau. Écoutez, on va pouvoir écouter cette discussion entre Farruko et Kapuscinski. Mais pourquoi vous avez déserté ? On nous a envoyés en Angola. On était les troupes d'élite des parachutistes portugais. Et on nous a montré ces mômes, une douzaine d'années à peine. C'était les ennemis qu'on était censés combattre. Des gamins de 12 ans. Moi, je fais pas ça. Mais regardez-moi aujourd'hui. Regardez mes soldats. Ces garçons sont condamnés. Et je suis là, moi aussi. Kung Fu Sao. J'ai un fils qui vit là-bas à Lubango. Un beau petit gaillard, à ce qu'on m'a dit. Un gamin dont son papa est fier. Je l'ai jamais vu. Je le verrai sans doute jamais. Je vais vous dire. Je ne redoute pas la mort. Je ne ressens pas la peur.
Super séquence. Précisons que le fils de Farusco dont il parle dans la séquence, ça a été malheureusement assassiné. Simplement parce que Farusco était communiste. Oui, c'est ça, s'il avait changé de camp. Mais en fait, on comprend aussi pourquoi il n'a pas voulu tirer sur des enfants quand il est arrivé, parce que lui-même en a un, même s'il ne l'a jamais vu. Et qu'il ne peut pas se résoudre à faire ça. Mais personne ne pourrait se résoudre à tuer des enfants. C'est quelqu'un c'est horrible. D'intègre un peu, quoi. Ok. Moi, et toi, Jean, c'est quoi ta séquence préférée? C'est quoi ta séquence, Jean? Qu'est-ce que t'as parlé de ta séquence? On aurait quelques questions. Ce que vous êtes en train de me faire, c'est Kung Fu Sao. Ça tombe très bien. Oui, du coup, on a parlé de ce terme et ce concept de Kung Fu Sao. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'anarchie, le chaos. Il y a une séquence où Kapuscinski l'explique, mais plus à la fin, en fait. C'est un mot qu'on entend tout le long du film, sans qu'on nous le définisse vraiment. Et justement, parce qu'il n'a pas vraiment de définition à proprement parler. Mais à la fin, il l'explique comme étant le chaos que crée lui-même le peuple, en fait. Et que le chaos que crée et entretient le peuple et qui mène à la guerre. Le Kung Fu Sao, c'est pas la guerre, c'est le chaos, c'est l'avant-guerre, c'est avant la guerre. C'est qu'est-ce qui se passe avant la guerre, le chaos, l'anarchie, le chacun pour soi, en fait. Et c'est une séquence qui est très onirique, celle-là. On a dit qu'il y avait des séquences comme ça qui sortent vraiment de la réalité, où il y a des formes et des couleurs. Et là, il y a des espèces de vagues, en fait, qui roulent au-dessus de la population, comme si on était sous l'eau et qu'on voyait des vagues. Mais en fait, ces vagues-là, elles sont faites avec des armes à feu. Et on voit des gens disparaître et mourir, et quand ils meurent, ils se transforment en vagues d'armes à feu aussi. C'est très rouge et noir. Ils se décomposent en lambeaux aussi. C'est très violent, en fait, comme séquence, presque. Et il finit par cette séquence, en fait, il dit, et là, il explique le Kung Fu Sao, il dit, après ce chaos-là, c'est la guerre. Et quand il dit ça, on le voit à l'écran un peu flotter et passer la fameuse ligne de front dont on parlait là, qui était dessinée à la craie, qui est là dessinée à l'écran. Et quand il passe cette ligne de front, c'est la guerre. Et là, on voit tout de suite, en fait, des images d'archives de guerre. Très violentes. Et on voit je sais plus qui était le porte-parole des États-Unis à ce moment-là. Kissinger. Kissinger, voilà, merci. Et donc Kissinger qui fait un discours et à côté Fidel Castro qui fait un discours. Et donc ça, c'est la guerre froide. Mais au final, la guerre froide, elle est très matérialisée ici. La guerre froide, en fait, on parle toujours, c'est la guerre où il n'y a pas eu de conflit vraiment, mais si, il n'y a pas eu de conflit direct, mais il y a eu énormément de morts, en fait. Il n'y a pas eu de conflit entre les Américains et les Russes. Parce que si on avait eu, il n'y aurait plus eu de terre. Mais en fait, il y a beaucoup de petits conflits. C'est ça a engendré beaucoup de guerres et beaucoup de morts, en fait, dans des pays qui, au final, se sont retrouvés juste là. Il explique, l'Angola, c'est à cause des ressources en pétrole, des ressources en or. C'est ça, c'est le terrain de jeu était autre part, en fait. Le terrain de jeu est ailleurs, c'est ça, exactement. C'est une guerre à distance, en fait. Et c'est une guerre qui est vraiment violente, en fait, qui a fait des morts. Et il explique vraiment bien ça. Et je trouve vraiment... On part dans le concret, en fait, avec cette séquence-là. On part d'un truc onirique, et ça coupe d'un seul coup, et on est direct dans la réalité, en fait. Et moi, ça m'a vraiment beaucoup marqué. Mais même pour rebondir sur ce que tu dis, et sur ce que Sacha avait dit, sur le premier extrait dont il a parlé, avec le téléx et l'information, le scoop qu'on détient, il y a un flashback dans le film qui est super important. C'est, tu vois, Ricardo Kapuscinski en train de donner cours à des étudiants dans un amphithéâtre. Et là, il y a un de ces étudiants qui se lève et qui lui dit « Mais en fait, si vous étiez pas sur le terrain, les combats ils seraient plus courts, il y aurait moins de morts. Mais comme vous faites juste alimenter la machine pour les médias, ça dure encore plus longtemps. » Il lui demande les journalistes, l'influence des journalistes sur la guerre. Et lui, il comprend, à ce moment-là, Ricardo, il comprend pas la question parce que lui, il dit c'est une guerre, il y aura toujours des morts, peu importe que je sois là ou pas. Mais l'étudiant lui dit vous n'avez pas répondu à ma question, monsieur. Vous n'avez pas répondu à ma question. Et en fait, c'est vraiment un truc qu'il comprend à la fin du film. Et il en parle à son ami Arthur. Il lui dit un étudiant m'a posé cette question et voilà, je voulais savoir ce que tu en pensais. Bref, et donc on comprend ce truc-là et c'est ça aussi une question super importante. C'est quoi le rôle des journalistes dans une guerre et à quel point ça rallonge les guerres, ça rallonge les conflits et tout ça, quoi. Je me demande à quel point le film est une adaptation fidèle du livre. Je sais pas si vous avez lu le livre. Non. Ok, moi j'aimerais bien le lire parce que j'ai l'impression que c'est vraiment une introspection en fait sur son métier qu'il fait. Donc ça doit être vraiment très intéressant. Écoutez, si vous avez on va écouter ton extrait. On va écouter l'extrait sur le Kung Fu Sao. Nous ressentons une oppression nouvelle à présent. L'étau se resserre, faisant croître le sens du danger et de la peur, parce que c'est une leçon inscrite dans l'histoire. Le sang va couler. Aucun événement crucial ne peut s'en affranchir. En Angola, il existe un mot pour ça, vous vous souvenez? Kung Fu Sao. L'anarchie et le chaos. Un désarroi total. La Kung Fu Sao fait rage autour de nous sans qu'on puisse l'arrêter. Elle peut exploser dans une foule, puis se propager, et c'est l'affrontement, les flammes et la mort.
elle peut régner sur tout un territoire, sur ses habitants. Et ensuite, il y a la guerre. Petit frisson. Un peu, ouais. Putain, et ouais, pour moi, cette séquence est vraiment très très forte parce que c'est vraiment, c'est à la fin en fait. On a déjà vécu tout ça en fait. C'est ça on se rend compte de quoi il parle parce qu'on a vécu tout ça avec le personnage. On a vécu des scènes d'une violence horrible en fait. Bah, ça arrive vraiment au bon moment. Ça veut dire que si dans le montage il avait décidé de mettre ça au début, on n'aurait eu aucun impact émotionnel. Alors là, on est vraiment pris dans le truc et la séquence est magnifique. Tout ce qu'ils ont choisi de faire complètement onirique, les armes, les trucs qui se détruisent, qui glitchent, qui vibrent et tout ça, là, c'est vraiment super beau, quoi. Est-ce que c'est pas un peu un planté récolté? Oui, c'est un beau planté récolté, mais dans un film un documentaire. Un peu métaphorique. Qu'est-ce qu'un planté récolté? On va peut-être pas réexpliquer ça pour la 15e fois. Mais oui, et c'est métaphorique, c'est bien que tu utilises ce terme, parce que ce que dit Raoul de la Fuente dans une interview, c'est que il a utilisé la poésie des images, en fait, répond. C'est peut-être Damien Nenov d'ailleurs qui dit ça. Je vérifierai. Ce sera dans le prochain Eratum. Il dit la poésie des images dans le film, c'est comme la poésie des métaphores dans le livre, en fait. Le livre, apparemment, utilise beaucoup ces métaphores-là. Faut vraiment qu'on le lise pour qu'on sache de quoi on parle. Oui. Ça serait pas mal, hein. Ça serait pas mal, ouais. Tu veux dire préparer les podcasts? Non. Mais il y a un film qui a été fait, mais je sais pas pourquoi on devrait le lire. C'est ça. Lire le film. Un film d'1h30, voilà. Oui, je conseille de voir ce film d'ailleurs. C'est vrai que ça peut être un peu, comment dire, ça peut repousser un film sur la guerre, un film d'animation mi-documentaire. À savoir quand même que même si par moment ils montrent des images d'archives qui peuvent être un peu crues, en soi, il n'y a pas de mort dans le film du tout. On voit des cadavres, mais ils ont jamais, il y a jamais eu de passage où on voit des. Il y a des images qui sont vraiment dures. C'est ça. Oui, il y a des images dures. Oui, mais c'est pas les images d'archives des documentaires Apocalypse. Hein. Oui, certes. Ouais, je veux dire, ils ont jamais représenté quelqu'un se faire tuer. Non, tu vois des canons tirés, tu vois des. Quand ils parlent de mort, c'est souvent déjà, ça s'est déjà passé où ils le mentionnent. Mais oui, ça reste, je veux dire, pour les enfants, entre guillemets, pour les ados, quoi, je veux dire, les jeunes ados. Ouais, les ados, parce qu'il y a quand même une ou deux scènes de fusillade avec des gens qui prennent des balles. Hein. Ouais, c'est vrai. Quoique, oui, si, c'est vrai. La scène où Carlotta meurt aussi, elle est très, tu sais, c'est presque rêvé, c'est très beau, en fait, alors qu'elle meurt, c'est vrai. Alors ouais, on n'a pas parlé de cette séquence, mais elle est aussi exceptionnelle. Ouais. Donc, en fait, il faut savoir que, ça, c'est une petite anecdote aussi sur le film. Quand nous, on est arrivé sur le projet, et qu'on nous a parlé du projet, on nous a dit, vous allez travailler sur Another Day of Life, on n'avait jamais entendu parler. Le seul truc qu'on avait vu, potentiellement, c'était un trailer bande-annonce qui était juste sorti sur Vimeo en 2014. Et si vous allez le voir, parce qu'il est encore en ligne, vous allez voir que, comparé au film, les personnes n'ont pas du tout les mêmes designs. Tout a été refondu, en fait, entre ce trailer-là qui était juste pour attirer les fonds, pour demander à des producteurs de donner de l'argent pour alimenter le projet. Ben, en fait, entre-temps, tout a été refondu. Les designs des personnages, l'animation, les rendus. Et en fait, c'était juste pour dire, voilà, ça va ressembler à ça à peu près. Et le film va ressembler à complètement autre chose, on va améliorer tout ça. Donc nous, quand on a vu le premier trailer, en fait, ça parle justement de cette séquence où ils arrivent en plein milieu de la savane et ils expliquent en fait que en fonction du camp sur lequel tu te fais attaquer, il y a un mot de passe à dire. Selon le camp à qui tu le dis, tu peux soit décéder, soit tu es dans le bon camp et dans ce cas, tout va bien. Et à un moment, ils doivent passer sur une route et ils peuvent plus avancer parce que la route, c'est des cadavres et des cadavres sur des kilomètres. Et là, en fait, ça coupe et tu vois l'interview de Arthur qui raconte donc en portugais tout ce qui s'est passé et ça te donne le frisson. Il dit voilà, on avait des cadavres et des cadavres sur des kilomètres parce que tout le monde avait été assassiné. Et en fait, là-dedans, Richard, il commence à sortir une clope et à se la fumer et d'un coup, on entend un bébé pleurer. C'est-à-dire qu'au milieu des cadavres, tu as un bébé qui est enfoui dans les cadavres, en train d'étouffer dans le sang. Et puis c'est vraiment graphique dans le sens où tu as les mouches qui volent, tu as la fumée, de la chaleur des cadavres. C'est vraiment horrible comme sensation, même juste visuellement, t'es pas bien. Et donc, il essaie d'aller sauver le bébé. Et donc ça, c'est vraiment le tout premier trailer qu'ils ont sorti. Ça a été refait complètement dans le film. Et en fait, à ce moment-là, c'est là qu'on rencontre Carlotta. Donc Carlotta qui était une résistante. Et en fait, eux, ils arrivent, ils se font attaquer. Richard Kapuściński, il dit un mot de passe qui n'est pas le bon. Et au moment où il se prend un coup de machette, il se fait... Le MPLA arrive, ouais. Le MPLA arrive et donc c'est là qu'on rencontre Carlotta. Et c'est là qu'on arrive aussi au moment où il explique en fait tout le monde veut être photographié. Tout le monde veut qu'on veut laisser une trace, veut qu'on garde un souvenir de quand ils étaient vivants, de ce qu'ils étaient. Et c'est ça aussi le message du film, c'est que oui, avoir des journalistes sur le terrain, c'est compliqué, ça peut rallonger les guerres, rallonger les conflits et tout ça, mais en fait c'est juste garder la trace et dire que ça existait pour pas qu'on oublie, parce que c'est très important de pas refaire les mêmes conneries, même si fatalement on refait les mêmes conneries. Mais c'est se rappeler des gens aussi qui sont battus pour ça, pour leur liberté et pour leurs idéaux en fait. Voilà, peu importe le camp, parce que quand il explique ça, c'est justement un des soldats du FNLA qui est en train de mourir, qui lui demande de se reprendre en photo. Prends-moi en photo.
Ouais, et c'est vraiment juste pour honorer leur mémoire et savoir qu'il s'est passé ça. Écoutez, on va pouvoir passer à la potion magique. Alors, gros Nébulix, qu'est-ce quoi c'est quoi que tu nous prépares là, copain? Et on commence avec Sacha. Qu'est-ce que tu nous as préparé, Sacha? Je voulais parler de Richard Kapuscinski, quand même. Qui? C'est qui? Richard, bah voilà, le monsieur du. Je crois que c'est un reporter, mais je suis pas sûr. Parce que, en fait, c'est pas n'importe qui. Alors. N'importe qui? Je suis pas un professionnel en littérature et en journalisme contemporain moderne, donc ce sera qu'est-ce que tu fous là approximatif. Mais t'as déjà été professionnel. Et du coup, mais je voulais quand même en parler. Donc, Infernal. Kapuscinski, il est né en Pologne en 1932. C'est un journaliste, poète et auteur, considéré comme un très grand auteur et journaliste du XXe siècle. En 32. En 1932. Ah, d'accord. Oui, en 32, oui. On est lourd aujourd'hui. Hein. Oui, très lourd. Kung Fu Sao de ouf. La guerre, c'est dans pas longtemps. Hein. Faut savoir qu'il a reçu énormément de prix tout au long de sa carrière, qu'il a même été nommé ou envisagé, je sais pas comment on dit, pour le prix Nobel de littérature, et qu'il est acclamé par les plus grands auteurs modernes comme Gabriel Garcia Marquez, avec qui je crois il a travaillé, et Luis Sepúlveda. Il naît période nulle, 1932, du coup il se tape la Seconde Guerre mondiale, et puis après c'est d'ailleurs mentionné l'ingérence de l'URSS dans la gestion de la Pologne. Bon, il s'oriente vite vers le journalisme et l'histoire, tout ça. Et un an juste après son diplôme, alors qu'il a 24 ans, en 1956, il est envoyé en Inde. Et là, c'est le début de tous ses voyages et de tous ses reportages. Afghanistan, Transsibérien, Moscou, Chine, Tokyo, Hong Kong. Il traverse tout le monde dans le monde. Il a pas benodé, quoi. Pas mal. Il est engagé par l'agence de presse polonaise à la fin des années 50. Et c'est à partir de là qu'il est envoyé en Afrique. Et ils le disent dans le film, il est responsable de presse pour plus de 50 pays dans le monde, entre l'Afrique, l'Amérique du Sud et l'Asie. Et là, en Afrique, il y restera 30 ans en Afrique en tout. Et il fait beaucoup de pays. Ghana, République de Dahomey, même des pays qui n'existent plus. Niger, Angola, avec des petites excursions aussi en Amérique du Sud. Il aimait beaucoup l'Afrique parce que ça lui rappelait son enfance. La Pologne pendant et l'après-Seconde Guerre mondiale, où tout le monde était pauvre et où tout le monde était pieds nus et où la nourriture était difficile à trouver. Ah, pas pour le soleil. Chacun sa nostalgie. Non, pas pour le soleil, non. C'est en Afrique qu'il écrit ses romans les plus connus. Eben, qui raconte ses aventures en Afrique. Le Négus, qui parle de la chute de l'empereur éthiopien. Et D'une guerre à l'autre, le titre français de Another Day of Life, sur la guerre civile en Angola, donc. Quand il rentrera en Pologne, à la fin de sa carrière, il aura vécu 27 coups d'État et révolution, il aura été en prison 40 fois, il aura survécu à 4 peines de mort. Il parlait couramment polonais, anglais, russe, espagnol, français et portugais. Alors quand tu dis qu'il a survécu à des peines de mort, est-ce qu'ils ont essayé mais ça n'a pas marché? Alors j'ai cherché, mais j'ai pas trouvé, du coup je pense qu'il a été condamné et puis que par change juridique ou ingérence de je sais pas qui, il a pu fuir avant. Ou peut-être qu'il a fui. J'ai pas trouvé. C'est un film sur ce mec qu'il faut faire en fait. J'ai pas trouvé les infos. Tu veux dire qu'on n'a pas vu un film sur ce mec? Mais sur lui, sur sa vie en fait. Le reste de sa vie. Et donc le truc qui est un peu abordé dans le film et qui était un des intérêts des réalisateurs pour Kapuscinski, c'était son style d'écriture, notamment dans ses romans où pour le faire en gros, il floutait pas mal la relation entre journalisme, parce qu'il écrivait sur des faits réels qui se déroulaient présentement, et littérature en utilisant plein de formes littéraires très complexes, d'allégories, de métaphores qui sont pas tellement propres au journalisme, et en omettant avec intention de donner des noms, des lieux ou même des dates, et même de traiter les événements par ordre chronologique, ce qui fait que ça donne un récit qui parle de choses très présentes mais qui le traite pas comme du journalisme. Voilà, personne ne sait trop dans quelle branche classer son travail. Et voilà. C'est super intéressant. Il me fait énormément penser à Romain Gary. Ah oui, c'est vrai. Tu sais, je trouve ça fou, les gens qui sont nés en 1900, le nombre de vies qu'ils ont eu dans une seule vie. Oui. Tu sais, maintenant, on est vraiment plus génération, cantonné à genre, on fait l'école, et puis après l'école, on choisit un métier, puis on va là-dedans. Puis t'as des mecs, là, que tu regardes leur vie. Tu sais, Romain Gary, il a été écrivain, il a été à l'armée, ils ont plein de vies dans leur vie. Et tu sais, là, tu dis, il a passé 30 ans là. Tu dis, mais il a quel âge? Enfin, c'est un truc de malade d'avoir autant de vie et de bagages et de vécu, et c'est super impressionnant, quoi. Et pour l'anecdote, il y a des gens qui se demandent s'il n'était pas espion pour la Pologne, parce que ça serait
pas improbable. Putain, c'est fou. C'est Mais c'est un truc que j'ai vu, il y a des gens qui se Peut-être qu'on demandent. l'apprendra. Plus tard, quand ce sera déclassifié. Ça serait pas mal. Après, Voilà. c'est la toute première fois qu'un de ces livres est adapté en film. Quelques médias que ce soit. Alors que ces livres, quand tu cherches un peu, ils ont reçu une quantité monstrueuse de prix, de grands prix internationaux et nationaux. Ils sont. Ils ont été traduits dans je sais pas combien de langues. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Ouais. Et donc le titre français de Another Day of Life, c'est d'une guerre à D'une l'autre. guerre à Guerre à l'autre. l'autre, ouais. Et c'est con parce que, enfin, je veux dire, Another Day of Life, ça véhicule vraiment ce que ça Oui. veut raconter. C'est juste, C'est un peu c'est plus juste un précis que le autre titre moment d'une français, ouais. journée et c'est juste on essaie de le photographier alors que c'est important, mais c'est juste ce truc que le film veut véhiculer, c'est ça, c'est que ouais, ok. Là, on perd un peu de la traduction. Oui, le titre français est pas terrible. Ouais, effectivement. C'est ça qu'on veut dire. Je me suis pas risqué à vous lire le titre polonais. Olivier, tu voulais nous parler de la victoire du MPLA. Oui, qui est abordé donc surtout à la fin du film, quand on sait que les Cubains aident l'Angola et le MPLA à combattre les Sud-Africains qui sont soutenus par les Américains, et qui est au final une victoire plus symbolique qu'autre chose. En gros, permet au MPLA de s'assumer comme les gagnants de cette guerre. Mais en soi, la guerre, elle va continuer encore pendant une vingtaine d'années, jusqu'en 2002, en guerre ouverte, alors qu'avant c'était plus une guerre civile, soit dans l'Angola. Et là, à partir de ce moment-là, il y a les Sud-Africains qui vont s'embarquer dans la guerre et d'autres pays. Et ça va être vraiment beaucoup plus ancré dans la guerre froide. Et c'est assez impressionnant. Arthur résume très bien au final ça à la fin dans une petite interview où il dit qu'ils ont gagné, mais qu'au final, tous les idéaux qu'ils avaient de leur côté, ils les ont perdus au fil du temps et que tout a été Qu'ils n'ont oublié. pas réussi à les mettre en place. C'est ouais. ça. Parce que je crois qu'il y a eu pas mal d'ingérences de l'Afrique du Sud encore après, pendant les 20 années qu'on suivi. Bah oui, c'est pour ça que la guerre elle a continué jusqu'en ouais. 2002. Ouais. quoi. C'est fou, quoi. C'est 27 ans de guerre. Je crois que Ouais, c'est ouais. 27 ans, c'est au moins 20 ans. Une vingtaine. En 75 à peu près, on va dire qu'en 75 elle a commencé, ou au moins en 76. Je crois que c'est 2002 que ça s'est fini. Oui, de ce c'est qu'on ça en avait vu. 2002. Ouais. C'est en 2002. Bah, c'est pas une des plus longues guerres Ça doit être une des plus longues guerres de l'histoire moderne. Ouais. Ouais, Et- l'histoire moderne. Ouais. Et au final, on en parlait un peu tout à l'heure, et de comment ça se déroule cette guerre, au final, que c'est les deux puissances qui soutiennent et qui ne font pas vraiment la guerre. On est toujours dans ce système-là. Quand on voit ce qui se passe en Orient en ce moment. Oui. Voilà. Si tu veux rentrer dans la Voilà. géopolitique Bon, après, actuelle, là maintenant, on va pas y peut aller trop profondément parce qu'après c'est pas notre spécialité. Mais Oh, on peut changer de podcast. voilà. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est un peu triste qu'ils aient perdu. Ben, c'est ça, ouais. Ils ont perdu leurs idéaux. Ils ont gagné la guerre, mais les idéaux ils se sont érodés avec le temps. Quoi. C'est vraiment ça qui est dit aussi dans le film. Quoi. Ouais, comme quoi la guerre, ça détruit tout, même les idéaux. Ouais. C'est beau ce que je dis. Pardon. Robin, si tu voulais nous parler de quoi? D'animation. Ah, ça on sait. On fait pas de la géopolitique et de la littérature ici. Ben, ouais, je vais te parler de géo-animation. Yes. Waouh. C'est animer des cailloux. Animer Comme des les cailloux. géos trouvent tout. Comme on l'a dit, oh là là là. Il y a eu un temps de réaction à la blague qui était beau. Parce que j'étais concentré sur ce que je disais et puis il est rentré dans ma On appelle concentration. ça un antique. Bougez pas. Non, donc l'animation dans le projet est super intéressante et je trouve ça très intelligent de la part des réalisateurs d'avoir pris ce média pour illustrer tout ce qui se passe. Donc comme on l'a dit et répété, c'est un documentaire. Donc il y a des phases de documentaire filmées live avec les personnes qui ont vécu la guerre et qui témoignent de ce qui s'est passé, qui retournent sur des lieux en Afrique et qui racontent que à cet endroit-là, il y avait des cadavres, ce qui se passait, à quel moment c'était dur, personnes qui sont encore en vie. Il y a des personnes dont on a rapporté les propos parce que ils sont malheureusement décédés, soit par la guerre, soit par de vieillesse. Mais la décision de recontextualiser et de tout reformer en animation, je trouve ça super intéressant et super intelligent parce que tu t'enlèves une grosse part de contraintes techniques et tu t'offres une énorme liberté graphique. C'est ce qu'ils ont choisi. Donc, en fait, le côté graphique qui est dessus, il est super intéressant parce que c'est un peu comme une BD. Il y a des grosses outlines noires, des contours noirs et tout ça qui viennent et qui disparaissent. L'animation, elle est un petit peu rigide, comme on l'a expliqué, parce que c'est de la mocap plus les rigs des visages qui
qui étaient compliquées et tout ça. Et qu'on était stagiaire. Qu'on était stagiaire, on n'a pas animé le film à 3, ça va, il y avait d'autres studios aussi. Ah bon, vous avez pas tout fait? Non. Si, genre, si. Mais en fait, très vite, tout ça va s'effacer. Parce que déjà, l'animation, elle est rigide tout au long du film. Toute l'animation, elle n'est pas exceptionnelle tout au long du film. Du coup, c'est cohérent. Il n'y a pas des moments qui vont être extrêmement bien animés et d'un coup, il y a un truc qui va dénoter. C'est tout au long du film. La qualité de l'animation, elle est un petit peu moyenne, mais ça s'efface complètement. C'est de l'animation réaliste Oui. et ça marche pour le film. Oui, ça marche pour le film, mais c'est juste qu'en fait, si tu es vraiment picky sur l'animation, ça s'efface complètement. Moi, j'ai lâché prise et je suis rentré dedans. Pourquoi ? Parce que le propos et la réalisation, elle est super bien faite. Le rendu aide beaucoup. Et le rendu aide énormément. Le rendu est très très beau. Ouais. Le rendu, donc c'est vraiment des passes de couleurs. C'est vraiment un très beau témoin de l'Afrique avec ses couleurs jaunes. Il y a des beaux verts, vraiment les représentations du désert et de la savane. C'est magnifique. Et puis ce côté vraiment dessiné à outline, c'est vraiment des super choix graphiques. Ça permet aussi à la caméra d'enlever toutes les contraintes techniques, comme je disais. Par exemple, quand il y a le moment où ils sont sur la route avec tous les cadavres et que tout d'un coup, il entend le bébé qui pleure, tout à coup, le décor, le ciel, tout devient rouge. La caméra, elle tourne autour du personnage et juste en un pan, on comprend l'horreur de la guerre. Tout devient rouge, on voit les nuages, on voit la fumée et c'est ce genre de trucs qui sont très durs à faire finalement en live et en 3D, c'est beaucoup plus simple à aborder. Toutes les séquences psychédéliques où il y a des explosions, des objets qui se détruisent et tout ça. Ouais. Et ça, en fait, c'est vraiment ça que, encore une fois, j'en parlais sur la réalisation de Takahata sur Le Tombeau des Lucioles, c'est ce truc-là, c'est sortir juste du réel pour pousser encore plus et exprimer un sentiment visuellement et que ça te saisisse très fort juste par les couleurs, juste par la réalisation, et je trouve que ça, c'était une super bonne idée, quoi. Ouais, c'est ce que permet l'animation aussi, pas juste de raconter des histoires pour les enfants ou des trucs drôles, mais de pousser la réalité, comme tu dis. Je sais pas si on appelle ça il y a un terme en anglais, c'est magical realism, donc du réalisme magique, ou ce qui est un peu de l'hyper-réalisme en fait, ou du surréalisme, mais qui pousse juste un peu la réalité pour faire ces séquences-là oniriques. Et en plus, ce que je trouve bien par rapport à un documentaire plus classique, c'est que ça permet de laisser des images beaucoup plus marquantes en fait. On a tous en tête là quand on a vu le film ces images-là, ces plans oniriques, c'est vraiment ce qui nous a marqué le plus, toutes ces images-là. Et c'est vrai que dans un documentaire, tu peux avoir des images réelles qui vont te marquer, mais graphiquement, visuellement, moins en fait. C'est plus par les faits. Et là, je trouve qu'il y a un peu des deux en fait. Et que ce côté animation et ses rendus et ses couleurs aident beaucoup à te ancrer en fait le film dans ta mémoire. Tu l'oublieras pas, quoi. Ouais, mais c'est pour ça que je voulais aborder le film là dans le podcast, parce que voilà, l'animation, c'est pas juste des blagues de prout, ça peut aussi servir à faire ça en fait. Et ensuite on fera Shrek. C'est pas vrai. Mais voilà, donc l'animation. Si, la version russe. Pardon? Oui, il y a une version russe de Shrek. Il n'y a pas de version russe. Putain, j'ai eu peur. Non, mais parce que la dernière fois, on n'a pas de la version russe du Hobbit, je crois. Donc voilà. Tu veux que je te Seigneur l'envoie? Zano, non? Oui, s'il te plaît. Oui, je t'envoie ça. Et en plus, ce que je trouve pas mal, c'est que quand du coup tu as des images d'archives, des photographies ou des vidéos, c'est encore plus marquant et tu les remarques encore plus parce que tout du long tu as été bercé, enfin tu as été habitué à de l'animation et en plus des scènes oniriques. Du coup, quand tu vois une photographie en noir et blanc, tu vois le modèle 3D qui a été repris par la photo et tu fais donc cette personne a vraiment existé, c'est pas un dessin animé, ça te remet dans une réalité et tu fais je regarde un dessin animé sur la guerre, mais en fait c'est vraiment arrivé, une vraie guerre avec des vrais gens. Ça contrebalance bien, je trouve. Et moi je trouve que c'est pas mal parce que le documentaire il a quand même un peu la vie dure en général, tu sais, les gens ils regardent pas trop de documentaires parce que c'est un peu genre ennuyant ou lent et tout ça, et le fait d'alterner entre l'animation et tout ça, ça vraiment te permet de aussi souffler, ça le rend plus accessible, voilà, et c'est moins lourd et beaucoup plus accessible aussi. Voilà. Et ton point, ça me permet c'est une bonne transition parce que j'ai une question pour vous, encore une. Je promis, c'est la dernière. Donc vous avez travaillé à Puppet Works en Hongrie, mais la production du film, en grande partie de l'animation en tout cas, c'est fait à Platige Images en Pologne, donc une boîte assez connue qui fait beaucoup de choses. Et donc c'est eux qui ont fait tout le côté rendu, les séquences oniriques, tout ça, la direction artistique et les recherches graphiques ont été faites là-bas. Il y a les rendus qui ont été faits en Belgique aussi. Oui, c'est possible ça. Mais tu veux dire tout le côté recherche. J'ai des amis en Belgique qui ont bossé sur le film. Ah ok. Côté recherche artistique, ça a été fait. Oui, ça c'est clair. Je dis pas de conneries. Et c'est pas Walking the Dog d'ailleurs qui a fait ça en Belgique? Walking, je sais pas. Ok, je sais plus. J'avais le nom de la boîte, mais je l'ai pas noté. Du coup, ma question c'était, vous depuis Puppet Works, quelle vision vous aviez sur le projet dans son ensemble en fait? Est-ce que c'était juste l'animation ou est-ce que vous voyez un peu aussi tous les plans? On a vu les animatiques, pas avec les rendus finaux.
Ben, l'avantage de la mocap, c'est que on peut voir le truc animé sans être fini, parce que ça c'est de la mocap. Donc je me souviens qu'on l'a demandé quand même tard, hein, parce que genre on a commencé à animer. Pour voir l'animatique. Ouais. Et je crois que l'animatique on l'a demandé, je crois, au bout de 2 mois, parce qu'on se dit, mais en fait, on avait déjà accès aux plans par-ci par-là. Oui, c'est ça. Parce qu'on a commencé à avoir des plans, et puis d'un coup on a fait, attendez, mais il y a une animatique du film complet, puis ils ont fait, oui, c'est sur le serveur, vous avez tel dossier. Et là on l'a regardé, et c'est là qu'on avait vu l'amplitude du truc, on a vu avec les images documentaires et tout ça, où c'était un pré-montage. Et voilà, comme je disais, avec la mocap, ça aide beaucoup parce qu'on avait déjà toutes nos séquences animées qui n'étaient pas finies. Mais au moins, le réel, il a dit, voilà, il y aura telle séquence animée à ce moment-là. Il n'y avait pas les couleurs, il n'y avait rien. Il y avait déjà les séquences d'interview qui étaient... Ouais, oui, ça, voilà, ça c'était déjà filmé, avant, c'est ça. Puis tu avais les images d'archives qu'ils avaient sélectionnées. Donc on avait déjà je dirais un scope de tout à quoi le film va ressembler, sauf qu'on n'avait pas la partie finale de la 3D. C'était rigolo parce que la mocap qu'on avait, nous, ce qu'on recevait, c'était des vieux modèles animés avec la mocap, et par-dessus, ils avaient mappé les vidéos des acteurs sur les visages. Donc c'était super drôle à voir. Donc tu avais le visage à plat sur une tête en 3D. C'était dégueulasse, complètement, mais voilà, ça te permettait au moins de voir les intentions de l'acteur quand il n'était pas content, quand il était content. Ouais, c'était pas mal pour une animatique par contre. Moi, l'animation est très pratique en animatique. Okay. D'accord. Et moi, je rebondirais bien sur le fait que tu aies parlé de Platige, du coup, qui est donc, comme tu as dit, un studio qui est assez connu. Ils font beaucoup de choses. Ils ont fait des films, de la série, de la télé, des courts-métrages et des cinématiques de jeux vidéo. Mais je pense que... c'est les cinématiques de The Witcher, non? C'est eux? Alors, cinématique de Witcher, possiblement... Je sais qu'ils ont d'ailleurs travaillé sur la série, en tout cas c'est sur leur site. Mais plus intéressant pour notre sujet actuel, c'est qu'ils ont fait un des courts-métrages de Love, Death and Robots, qui s'appelle Fish Night, ce qui est donc le court-métrage où on voit un homme et son fils traverser un désert en voiture. Et c'est exactement le même rendu que pour Another Day of Life. D'accord. Et mais ils avaient peut-être déjà utilisé ces techniques avant aussi. Sur dans un court-métrage, il y a un dogfight, une bataille entre deux Path avions. Of Hate. Voilà, Path of Hate. Tout comme tu dis, toi, mieux. Mais alors, là aussi, donc c'est le même rendu, mais beaucoup plus noir et blanc, avec du rouge. Un peu. Mais c'est quelque chose qu'ils avaient déjà utilisé avant, qui marche bien. Donc, c'est un très bon sorte de cel shading en Pologne, de toute façon. Platige, c'est très connu et c'est renommé. Mais Puppet Works aussi, sont un petit nom. Alors, Puppet Works, déjà, quand nous on est allés, ça faisait déjà 2 ans que ils ont commencé à parler d'eux très fort, et une des meilleures expériences de ma vie dans la production. Ils ont lancé une production interne, là, je crois, d'un film d'animation. Oui. Je sais pas où ça en est, mais après prod encore. Oui. Non plus. Okay. Mais si vous avez l'occasion de pouvoir travailler là-bas, foncez-y. Déjà, Budapest, c'est magnifique. Est-ce qu'on fait un point Budapest? Non, un podcast spécial. Les meilleures adresses, les meilleurs restaurants. Ah, ça... Sachez juste que le studio est à Buda et il n'est pas à Pest. Voilà, pour la petite blague. Voilà, comprendrons ceux qui comprennent. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter sur le film? Je crois qu'Olivier, il avait un point à aborder, non? Non, c'était ça, Platige. Oui, c'était moi, j'étais moins de parler de MPLA. Ouais, j'ai tout à aborder. T'avais encore des questions pour nous? Moi, je pense que c'est bon. Est-ce que vous avez des questions pour vous? Est-ce que vous avez des questions pour moi? Qu'est-ce que je mange ce soir? C'est une bonne question. Moi, je me souviens juste de quelques anecdotes qui nous étaient arrivées drôles au studio. C'était certaines délices qu'on faisait où on avait entre guillemets la permission de pouvoir un peu rendre n'importe quoi. Et je me souviens qu'il y avait des moments où c'était les séquences avec Carlotta. Donc on avait ces séquences-là, on avait les séquences avec Farusco. Et on arrive en délice et on n'était pas prêt à ça en fait. Et en fait, Carlotta ferme la porte de la Jeep dans le film. Et l'animateur... Avec son pied. Oui, avec son pied. Et l'animateur, ce qu'il a fait, c'est elle a claqué la porte avec son pied et la voiture, elle a décollé. Mais genre à l'autre bout du monde. Et tu sais, mais il avait rien dit. Il dit rien et d'un coup, tout le monde explose de rire en délice. Je me rappelle ça, mais j'avais complètement oublié. Oui, il y avait ça. Et il y avait aussi des moments où t'avais Ricardo qui parlait et puis... il faisait des doigts. Oui, il faisait des doigts. Et d'un coup, t'as la main qui sort et ça fait un doigt. Yes. Et en fait, c'était ça aussi, parce qu'on avait ce genre de conneries qu'on pouvait faire en délice, mais tout le monde rigolait, c'était pas mal pris, on perdait pas de temps. Mais après, voilà, le mec, il montrait vraiment ce qu'il avait vraiment animé. C'est juste 2 versions. Tu fais 2 versions, une version vraie, une version où tu fais ta connerie. Et c'était, voilà, comme on fait de la mocap, on mettait un layer, tu rajoutes un doigt d'honneur. Je me rappelle j'ai bossé sur Lassie et on en a eu un peu marre au bout d'un moment. Et il y a une séquence où le chien passe devant une voiture qui manque de l'écraser. Évidemment, il y a eu une version où la voiture le loupe. Avec des bumps et tout. Il y avait tout. C'était très bien animé. Voilà, c'est aussi des moments de prod que je me souviens qui étaient vraiment drôles et cons. C'est juste inattendu. T'arrives en délice, on te sort cette connerie-là et puis voilà. C'est vrai que c'est une prod assez tranquille. Je sais pas quel pourcentage Puppet Works ça fait sur tout le film, mais je crois que c'est pas sachant que ça faisait un moment que le film était en prod. En plus, ça a été une production très lente et très tranquille. Ça a été, de toute façon, c'est pas compliqué. On a animé en 2016 dessus.
On n'a pas fini le film. Et Il est le sorti film, en il est 2017. en 2018. Sachant que je suis retourné Je crois que c'était ensuite à Puppetworks travailler, Oui. parce qu'ils m'ont engagé. Et quand j'y suis retourné, le film, ils avaient fini de bosser dessus. En tout cas, Ouais. Puppetworks. Ok. Mais 2017, il est sorti le film. Ok, ben et moi, c'est ça qui m'a fait rigoler, c'est que j'ai des amis qui sont compers lighters de l'école où j'étais avant, et d'un coup, je vois sur leur LinkedIn ou leur CV qu'ils ont bossé sur Another Day of Life, et je les regarde, je fais attends, qu'est-ce que t'as fait? Ah ben j'étais lighter, hein, il fait lighter en 2017, et je fais attends quoi? Parce que moi j'avais dit mais dessus, mais il y a longtemps. Et là, tu me parles un an après, il fait ouais, on est en train de faire le light avec toutes les couches, et donc il est dans sa démo, tu vois justement toutes les couches qu'il y a pour faire le rendu final, avec d'abord les couleurs, après tu rajoutes les outlines, tu rajoutes les passes de fog et tout ça. Il y a je sais pas combien de passes de compo pour que ça donne aussi bien. Et voilà, donc Ouais, c'est de toute super façon, rigolo. il a mis énormément de temps à sortir. Sacha, c'est quand que tu l'as vu au Festival d'Annecy. C'était en quelle année? Ouais, Ça doit être 2017, il est pas passé du en tout. projection Ouais, spéciale. peut-être C'était pas 2017. Il est passé en du tout. projection spéciale à Annecy, il est pas Ok, en j'aurais compétition. j'aurais Je pensé vous crois, 2018. je vous crois. Mais parce que Bah, Oui, 2018, c'est peut-être ouais, la sortie en DVD. Une ou production avec le lente doublage français. et tranquille. Et compliquée aussi, sûrement. Compliquée, pour les ouais. fonds, ouais. Après, Ouais. ben voilà aussi, ce qui était cool et en même temps un peu moins cool, voilà, c'était quand c'est que les réals, ils étaient pas du tout picky. Genre, on montrait notre version, ok, c'est bon, suivant, final, et tu fais, attendez, mais je viens juste de faire une première passe sur le visage et c'est pas très très beau. Et bon, bah, je veux dire, nous, on sortait de l'école, on n'était pas non plus extrêmement exigeants avec nous-mêmes hein, à l'époque, mais maintenant, tu vois, si je devais refaire un truc comme ça, j'essaierais d'être beaucoup plus propre et exigeant sur ce que je fais pour en rendre un truc de meilleure qualité. Mais ouais, c'est ça. En gros, c'était ça les trucs que je voulais rajouter qui me sont revenus de cette prod qui était drôle. Ouais, l'animation, ça peut être fun aussi. Non. Oui, quand même. Oui, ça si. peut. Ok, mais on va pouvoir. On aime notre métier. On va pouvoir conclure. Allez, conclusion. Bienvenue dans l'introduction de la conclusion. Putain, il va nous la faire à chaque fois. Et ouais, c'est la fin du podcast. Ok, je me casse. Alors, pas tout de suite, reste ici parce qu'on a des recommandations. C'est la fin, c'est pas fini. Oui, exactement. C'est ce qu'on appelle une conclusion. Olivier, qu'est-ce que tu veux recommander? Alors moi, je vais recommander la chaîne YouTube Video Game Animation Study, qui est donc une une channel qui parle d'animation dans le jeu vidéo, peu importe le style, donc ça platformer 2D au jeu AAA. Ah ouais, c'est vrai qu'on parle beaucoup de films, parce que c'est un peu le but du podcast, mais oui, il y a beaucoup de techniques d'animation différentes dans le jeu vidéo. Je tiens de parler de ça parce que c'est vrai qu'au final, moi, je suis animateur dans le jeu vidéo. Oublie de préciser ça. Ouais, c'est vrai qu'on est bien gentil de t'inviter. Hein. Oui, c'est vrai. Ok, bah c'est ta reco. C'est quoi le nom de la chaîne encore? Video Game Animation Study. Video Game Animation Alors, Study. voilà, vaut mieux savoir On la l'anglais. mettra en description. Abonne-toi, mets la cloche. Ouais, exactement. On la mettra peut-être en description de la vidéo, si on n'oublie pas. Sacha. Je savais pas qu'on avait l'ordre de recommander des chaînes YouTube. Bah, tu recommandes si tu veux. On m'a dit. Tu l'as déjà fait en plus. Ah ouais? Bah On oui. peut Bah oui, recommander tu l'as ce qu'on déjà veut fait dans l'épisode Mais t'as d'Astérix. recommandé- Bah oui. T'as recommandé une chaîne YouTube et Ségolène aussi. Ah ouais, ok. Bah oui. Moi, j'ai envie de recommander Cowboy Bebop. Ah, yes. Ok. Je suis Ok, retombé ok. dedans pour la 4e fois. Ça fait 4e fois que j'essaye de recommencer cette série. Et c'est juste incroyable comme réal. Et les musiques sont trop bien. Ah, le générique, il est Le tellement générique, bien. il est ouf. Je pointerai juste l'écriture de certains personnages qui est catastrophique. Certains personnages féminins qui sont Ah, ben ça, c'est l'époque. Hein. juste Ouais. horribles. Mais sinon, Est-ce la que ça réal pardonne? est ouf. La réal est ouf. Et ce sera la 4e fois que j'essaierai de m'y mettre alors. Moi, c'est la 4e fois que je m'y remets. Et à chaque fois, je me dis, putain, c'est trop bien. Pourquoi j'ai arrêté déjà? Moi, il m'a fallu 2 fois. Et voilà. C'est tout. Et c'est tout. Ok, Je d'accord. vais m'arrêter Et bah là. du coup, Robin, t'enchaînes avec ta reco, s'il te plaît. Ma reco. Wow. Non, ça va, au bout d'un moment. Alors, ma reco, c'est encore un documentaire. Il faut que je prends cette Another Day of Life. C'est un documentaire justement sur la guerre d'Angola, pas du tout. C'est un documentaire qui s'appelle Waking Up the Sleeping Beauty. Et en fait, ça raconte toute la merde par laquelle Disney est passé dans les années 90, là, avec Taram, le chaudron magique. Oh là tout là là ça. là. Ah ouais. Et Oh putain, ça doit être bien, ça. C'est super intéressant parce que c'est là que tu vois que Katzenberg a débarqué, il a foutu une merde monumentale et ainsi de suite. Mais au-delà de ça, le documentaire a des images d'archives de Lasseter en train d'animer à l'ancienne Oh, wow. et des images de Tim Burton en train d'animer sur Rox et Rookie.
et tu vois sa tête fatiguée, le gars n'en peut plus, et c'est super intéressant de voir tout le passage par lequel ils sont passés avant de se dire ok, on fait ta rame, ça n'a pas marché et on se relance dans le truc. C'était la fin de Roxy Rookie, ils avaient fait les Peter Pan, ça, vraiment cette période où ils savaient pas quoi foutre, et avant de relancer avec le Roi Lion et tout ça, avant de virer Katzenberg surtout, et voilà. Mais Katzenberg qui est arrivé, qui a regardez le documentaire, pas position du tout, absolument jamais, surtout sur lui. Surtout qu'il s'est barré à l'époque où Pixar commençait à faire mille et une pattes pour aller chez DreamWorks, et ils ont fait Fourmise. Ah non, c'est Fourmise, c'est ça. Fourmise est vachement. Alors je dis ça, mais on a un paquet de films DreamWorks dans la liste de films à faire. Mais c'est tous avant que Katzenberg arrive. Voilà. En gros, super documentaire. Bon là par contre c'est pas du tout, c'est très documentaire. C'est des interviews de personnes qui racontent tout ce qui se passait et tout ça. Aussi la façon dont les animateurs trollaient les réals et tout ça. Typiquement, ils parlent de La Belle et la Bête et ils devaient l'appeler, je ne sais plus comment, c'était le monstre et la fille je sais plus comment. Et alors les animateurs ils ont fait vas-y, dans ce cas on peut appeler le pantin vert avec qui vole, tu vois, pour se foutre de la gueule. Ils font et on va appeler tous nos films comme ça. Bref, il y a beaucoup de trucs comme ça super intéressants. La merde que c'était à Disney et en même temps à quel point c'était drôle quoi. Lilo et Stitch. Le Roi Lion, comment ils ont appelé ça, le Roi Lion? Le fauve de la savane. Le petit lion et le grand lion. Le petit lion et le grand lion qui meurt. Spoiler. Enfin, voilà, si vous avez l'occasion d'aller voir ce documentaire, super intéressant. Ok, et moi je vais vous. Toi, Jean, c'est quoi ta recommandation? Tu as une recommandation? Je me lève le matin pour faire ce podcast. Je sais pas pourquoi. Je me couche le soir et je me demande pourquoi je l'ai fait. Je vais vous recommander un film d'animation qui s'appelle Le Congrès. Et c'est aussi un film d'animation avec des séquences en prise de vue réelle, comme Another Day of Life. C'est pas du tout le même style, ça parle pas du tout de la même chose. Ça n'a pas grand chose à voir d'autre que ça. C'est juste que c'est un super bon film. C'est avec Robin Wright qui joue son propre rôle. Et il y a des grosses séquences psychédéliques dedans, un peu comme Another Day of Life. Ouais. Et je vous en dis pas plus parce que c'est un film qu'il faut découvrir un peu comme ça à blanc, sans en entendre parler plus. C'est assez incroyable. Voilà. Ok. De toute façon, on va l'aborder à un moment donné dans ce podcast, je pense qu'on va pouvoir en parler dans ce podcast. Il est vraiment bien. Cool, je pourrais enfin le voir. Ah, une bonne excuse pour voir des films. Et on n'a plus de films à... là, on est obligé de vider le magasin. Voilà, le sac, il est vide. Donc, on va Vous n'aviez pas une liste de 200 films? Ouais, on a une liste de 200 films, on a pioché dedans, t'inquiète. Mais comme on aime laisser la chance décider, on va profiter de nos invités qui vont tirer au dé. Olivier, saisis-toi du dé. Saisis-toi du dé, lance le dé. Mighty Dice. 3. C'est un 3, c'est le grand méchant renard. Yes. Ok, on va faire du grand méchant renard. Ils sont contents, là. Sacha. Je le jette où? Je vais le jeter là-bas. Comme tu veux. Il n'y a pas de place sur cette table, il y a trop de câbles. Pas par la fenêtre. 6. Les 4 dinosaures et le cirque magique. Et ben voilà, évoqué. Donc on vous parlera dans un ordre non déterminé du grand méchant renard et des 4 dinosaures et le cirque magique. Trop hâte. Ça va être super. Donc du coup, je présume que tu vas revenir. Oui. Ok, d'accord. Bon, écoutez, merci de nous avoir écoutés et surtout n'oubliez pas, allez voir des films d'animation. Bisous. Wow.